Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Samuel, comment vas-tu ? Salut Baptiste, ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode, surtout qu'on ne se connaît pas. Et en fait, à la limite, c'est les épisodes que je préfère, parce que je peux poser toutes les questions que je veux. J'ai pas déjà les Oui, réponses à certaines questions. on va se découvrir en direct, donc écoute, parfait. Exactement, alors j'ai regardé un petit peu ce que tu fais forcément avant de t'inviter, et chercher une phrase pour introduire qui tu es. Et alors tu m'as facilité le travail, parce que j'ai lu un de tes derniers posts LinkedIn qui commence comme ça. Comment un mec de 25 ans qui n'a jamais été managé et qui n'a jamais managé peut donner des conférences sur le management et la transformation du travail. Et en réalité, je pense qu'on peut pas faire mieux comme intro. Non, blague à part, moi, ce que j'ai compris de toi et ce qui m'a fait aussi t'inviter aujourd'hui, tu travailles beaucoup sur le sujet du futur du travail via différents médias même, des documentaires, des newsletters. Je crois que tu as sorti une BD ou que tu es en train de sortir une BD sur le sujet prochainement. Est-ce que, avant de dire des grosses bêtises, je peux te laisser te présenter, nous dire qui tu es, Samuel, et ce que tu fais dans la vie ? Écoute, tu vois, j'aurais pas plus de facilité à le faire que toi. Je crois que j'ai vraiment du mal aussi à me présenter parce que je fais plein de choses différentes. Ouais, alors des conférences, effectivement, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, mais c'est pas ce qui m'occupe le plus clair de mon temps sur le reste de l'année. Généralement, en fait, j'ai tendance à le fil rouge dans tout ça, c'est l'écriture et c'est le future of work. Et après, effectivement, il y a différents médias. J'ai commencé en faisant une learning expedition, donc en allant découvrir à la rencontre de pratiques, à aller apprendre des bonnes pratiques qui existent sur le sujet. J'ai commencé ensuite à écrire un rapport d'études pour raconter tout ce que j'avais appris. Mais je trouvais que le format rapport d'études n'était pas très rigolo, pas très diffusable non plus. C'était pas le plus simple. Et du coup, j'ai commencé à écrire des trucs plus courts, donc des articles, une newsletter, et des trucs plus ludiques, donc les documentaires. La bande dessinée qui sort du coup, le tout début mai, là on est le 4, elle sort le lendemain, elle sort demain, le 5 mai. Et puis certainement d'autres formats encore. Donc ce qui relie tout ça, c'est que j'ai envie de découvrir, d'apprendre de nouvelles façons de travailler, et puis ensuite de le diffuser sous des formats différents. C'est super clair. Et alors, du coup, sur ton parcours, tu as 25 ans, si je relis bien Ouais. mes notes, tu as 25 ans. Comment tu t'es dit, ok, c'est le sujet du futur du travail sur lequel je veux me focaliser. Tu trouvais pas ce que tu voulais faire. Enfin, tu trouvais pas, comment dire. Tu t'es posé plein de questions au moment d'arriver sur le marché du travail. C'est un peu ça le sujet, ou c'est plus large que ton Oui, expérience personnelle ? c'est plus large que mon expérience personnelle, mais en fait, ça part quand même de là. Ça part d'un moment où, en fait, j'étais étudiant en école de commerce, avec beaucoup de temps, je m'ennuyais beaucoup, et du coup, j'ai commencé à travailler en tant que freelance. Donc, j'ai fait une vingtaine de missions, tu vois, très précisément, je crois, 19 missions, entre ma première et deuxième année d'études en école de commerce. C'était des missions de freelance sur des études de marché, des études marketing, tu vois, du conseil un peu marketing, influence marketing, trucs comme ça. Et j'ai découvert que je pouvais gagner ma vie en étant chez moi, sans avoir à aller faire des jobs qui me plaisaient pas trop, pouvoir choisir des missions, et ça assez jeune en fait. Et ça surtout avant l'année de césure, qui est l'année où tu fais 2 stages de 6 mois en entreprise normalement. Et donc quand arrive ce moment-là, je me dis en fait je me vois pas trop être stagiaire maintenant, vu que je gagne déjà plus en 2 jours que ce que je gagnerais en 1 mois de stage, et 2, je fais des trucs qui me font kiffer et qui me font apprendre plein de trucs, alors que ce qu'on a l'air de me proposer dans les stages, j'ai pas l'impression que je vais apprendre grand chose. J'ai plutôt l'impression que je vais devoir me taire et on va pas me demander tellement mon avis. Et j'avais envie de donner mon avis en fait. Je faisais déjà en indépendant. Du coup, je me suis dit ça va pas me plaire. Trouvons un prétexte pour ne pas faire de stage. Et donc, quand tu es en école de commerce, il faut monter un projet un peu sérieux, tu vois, si tu veux ne pas faire de stage, il faut expliquer que tu as un gros truc. Et du coup, j'ai monté ce projet de Learning Expedition.
qui a pris 6 mois de préparation et 6 mois de voyage à le vivre vraiment. Et j'ai choisi l'angle de la relation entre les entreprises et les indépendants parce que je connaissais déjà un petit peu le milieu avec mes missions freelance et je voyais déjà des aspects qui étaient à améliorer. Et je me dis, c'est pas possible que ça se passe aussi mal partout. Il y a forcément des boîtes qui ont des bonnes pratiques sur le sujet. Donc ça, c'était l'angle d'attaque. En réalité, ma Learning Expedition, elle s'est élargie très rapidement au sujet du future of work. Elle n'est pas restée centrée sur les indépendants. Quand je relis le rapport aujourd'hui, tu vois, t'en as une bonne moitié sur les freelances et puis une autre bonne moitié sur des nouvelles pratiques managériales, sur des outils, sur des nouveaux lieux de travail, sur des nouvelles façons de s'organiser aussi. Donc j'ai appris énormément de choses qui n'étaient pas vues dans mon point de départ. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le future of work. Après, c'est une succession d'opportunités, d'envie de faire d'autres choses aussi qui m'a mené à faire des documentaires, à tester d'autres formats, d'autres médias, l'envie d'apprendre aussi, le fait de me dire, voilà, ok, maintenant j'ai acquis une expertise sur un domaine. Maintenant, comment je fais pour partager largement aussi ces réflexions-là et le format documentaire me paraissait le plus ludique, le plus agréable et le plus sympa à faire. Je l'ai découvert. J'ai adoré le fait tu vois, d'apprendre ce document, comment on faisait un documentaire. Et puis après, à la fin de ce premier, j'avais plein de sujets de me dire, ok, maintenant il y a un deuxième documentaire qu'il faudrait faire pour arriver à vraiment faire le tour du sujet. Et puis maintenant, je me dis qu'il y en a un troisième. Et ça, c'est autre chose. Et en fait, j'étais moins motivé, tu vois, pour reboucler un peu avec la thématique du podcast, j'étais moins motivé par le fait de faire un documentaire en tant que tel, parce que je savais que j'allais y arriver, vu que j'avais fait le premier. Je voyais très bien les étapes par lesquelles j'allais devoir passer et ce qui allait arriver dans les prochains mois. Et par contre, j'étais motivé par le fait que, comme je savais ce qui allait se passer, je savais l'environnement dans lequel j'allais être. Le fait que j'allais beaucoup voyager, rencontrer des personnes géniales, passer des moments avec elles, avoir des discussions passionnantes, passer du temps avec l'équipe de réalisation, avoir des défis techniques aussi sur le montage. Un tas de trucs qui étaient nouveaux pour moi et sur lesquels il y avait moins la notion d'apprentissage, mais plus la notion de kiff. Et j'ai toujours envie de continuer à arriver sur des formats un peu nouveaux, des formats sur lesquels j'ai tout à prouver, tout à apprendre. Typiquement la BD, là, tu vois, c'était nouveau pour moi. Et puis je réfléchis à des nouveaux formats sur lesquels j'ai jamais rien encore fait. Parce que c'est ça qui va me motiver à aller chercher d'autres trucs, c'est de tester quelque chose de neuf. C'est très clair, c'est super riche aussi. J'ai une petite pensée pour les gens qui vont écouter le podcast en vitesse 1,5. Il y a du débit, donc on va revenir là-dessus. Mettez-le en 0,75 peut-être. Ouais. C'est ça. On va alterner des moments où on parle vite, des moments où on parle lentement. Je reviens sur le premier point, sur un des premiers points que tu as évoqué. Comment tu passes de l'idée de ton rapport de... Alors, je sais pas si c'est rapport de stage, rapport rapport d'études. Ouais. Rapport d'études, voilà. Comment tu bascules sur le documentaire et surtout comment tu te formes, comment tu apprends à faire un documentaire, parce que j'imagine que tu débarques pas comme ça. Enfin, j'ai cru comprendre que ton kiff, ou en tout cas ta première compétence clé, c'est plutôt la capacité d'écrire, la capacité à formuler des idées à l'écrit. Comment tu passes de ça, et donc je pense que ça a été relativement, alors je sais pas si ça a été simple, mais sur le rapport d'études, ça a dû être plutôt immédiat. Comment tu passes de ça à l'image, le son, l'organisation qui est aussi autour d'un documentaire, et puis j'imagine qu'il y a une grosse partie, faire un documentaire, c'est un sujet, le distribuer, c'est un autre sujet aussi. Clairement. Je sais pas si tu peux nous détailler un peu les étapes par lesquelles tu es passé. Bien sûr. Tu as rencontré des gens, comment tu t'es formé sur ce Écoute, sujet. les deux. J'ai rencontré énormément de monde et je me suis beaucoup formé parce que j'y connaissais absolument rien. Tu vois, au départ, pour te dire, je savais pas la différence entre un réalisateur et un producteur. Donc très vite, j'ai compris que moi, j'allais pas être réalisateur parce que je savais pas tenir la caméra et j'avais pas de formation là-dessus et j'allais pas me former là-dessus. Par contre, j'allais trouver des personnes qui étaient hyper compétentes là-dessus, qui savaient le faire et qui partageaient cette vision du travail que j'avais, qui avaient envie de faire ce projet-là avec moi. Donc moi, je me suis positionné comme l'auteur et le producteur. Donc très concrètement, ça veut dire que j'ai écrit la trame. Et pendant le montage, donc l'écriture, elle se passe en 3 temps. Elle se passe en amont. Tu vois, tu te dis, bah voilà, j'ai cette idée-là. Je pense qu'il fallait voir telle personne, telle boîte pour avoir ce type de discours. Et puis, on aimerait que ça s'enchaîne de cette façon-là. Ensuite, tu as la partie écriture qui se fait pendant les questions. Tu vois, tu vas orienter la discussion, chercher ce que tu veux comme matière pendant l'interview. Et puis derrière, tu as toute la partie écriture. Et pour moi, la vraie valeur, elle est là, elle est au montage. Quand tu as 2 heures de quelqu'un, comment tu sélectionnes les 3 minutes que tu vas garder et où est-ce que tu vas les mettre. Et là, l'écriture, elle se fait vraiment. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels c'était des nouveaux formats pour moi, mais il y avait toute une dimension écriture que je connaissais déjà un petit peu, sur laquelle j'ai pas eu énormément forcément à apprendre. Tu vois. Je découvre au fur et à mesure, mais c'était pas très compliqué. Et il y avait une deuxième partie, par contre, beaucoup plus complexe, qui était la production. Qui en fait, et c'est à 2 niveaux. C'est la production exécutive, c'est-à-dire l'organisation des tournages, concrètement.
on va où, qui prend des billets de train, on fait déplacer qui, il faut quoi comme matériel, combien de temps ça va prendre. Ok, un documentaire, tu sais pas, tu dis, c'est quoi, c'est 30 jours de tournage, c'est 15 jours de tournage. Et donc là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt dans le projet, j'ai fait un post sur LinkedIn pour dire, est-ce que vous connaissez pas des boîtes de production qui sont chouettes, qui sont cool et qui seraient tentées par un projet. Et j'ai fait la rencontre de Com, K-O-M, et plus précisément de Florent et de Guillaume, qui sont les co-réalisateurs du premier documentaire et du deuxième, qui ont tout de suite sauté sur le projet, qui se sont dit, ouais, c'est super cool, on kiffe bien, on a une bonne entente, donc directement, on a budgétisé ça, et puis je leur ai dit, bah, donnez-moi 2-3 mois, et je reviens avec un truc encore plus solide sur l'écriture, je reviens avec des financements, et puis un vrai projet qui fait qu'on va embarquer dans l'entreprise des entreprises, on va embarquer dans le projet des entreprises qui souscrivent à la vision qu'on veut partager du travail et avec lesquelles on va pouvoir donner corps aussi à ce projet en se disant on va aller plus loin, on va faire de la communication ensemble, on va faire des ateliers de réflexion ensemble, on va plus que faire un documentaire et montrer le futur du travail, on va essayer de le vivre aussi pendant un an. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu la chance de trouver des entreprises qui étaient animées par cette même vision du travail, qui souscrivaient à ça et avec lesquelles on a fait des partenariats qui ont permis de financer à la fois le documentaire et tout ce qu'on a construit autour, qui sont toute la communication, des coulisses, qui sont des avant-premières, qui sont des projections avec la presse, qui sont des séminaires, des réflexions, bref, un tas de sujets. Et donc, on s'est lancé là-dedans dans le documentaire. Et franchement, j'ai appris sur le tas. Tu vois, le premier, c'était avec le Covid en plus. Donc, il y a eu plein de galères logistiques. T'imagines bien qu'il y a des tournages qui ont été décalés 4 fois. Un coup, c'était nous qui avons le Covid. Un coup, c'était le speaker. Un coup, c'est l'avion qui ne pouvait pas décoller parce que la compagnie avait changé ses guidelines par rapport au Covid. Un coup, c'est le pays qui était fermé du jour au lendemain. Tu vois, donc, c'était un bazar monstrueux. Mais c'était la meilleure école, en fait. Parce que tu dis, bon, c'est bon, j'ai réussi à organiser un documentaire dans ces conditions-là. Maintenant, je peux en faire dans des conditions plus tranquilles. Donc, apprentissage sur le tas. Et la clé, je crois, c'est bien s'entourer, trouver des personnes qui dès le départ avaient envie d'apprendre aussi, tu vois. Comme typiquement, ils avaient tout à m'apprendre sur la partie production, la partie tournage, et ils avaient tout à apprendre sur la partie on fait des documentaires et le futur du travail. Et donc, on s'est vraiment appris mutuellement. On a découvert ensemble plein de trucs. Et je crois que c'est ce qui fait que ça a bien marché, c'est qu'on arrivait tous ensemble avec un point de vue hyper neuf et une envie de tout casser. On la sent, cette envie. Merci beaucoup pour nous révéler un peu plus ces coulisses-là. Moi, j'ai 2 questions alors qui sont liées à ça. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup. On va y revenir ensuite parce que je pense que dans le process, c'est un peu après. C'est comment, à partir d'un objet qui est ce documentaire, tu transformes ça. Enfin, parce que j'imagine que tes partenaires avaient une logique aussi un peu transformative dans leur organisation. Je Ouais. crois avoir vu certains partenaires, c'est plutôt des grosses structures. Tu me diras. Franchement, il y a de tout. Il y a des grandes Ok. structures, effectivement. Tu prends le groupe BPCE, c'est quasiment 100 000 personnes. Maïf aussi, c'est Mm. plusieurs milliers de personnes. Et tu as des structures plus petites, tu vois, par exemple. Je pense à S-Free, je pense à freelance.com, tu vois, qui sont des structures qui sont, alors, qui sont des, par exemple, S-Free, c'est un grand groupe à l'international, à côté en bourse, mais en Angleterre, mais la structure française est plus petite. Freelance.com aussi, c'est plus petit, c'est quelques centaines de personnes. On est pareil sur UKG, une entité française qui est plus petite, mais qui est plus grosse aux États-Unis. Mais ouais, un petit peu de tout. D'accord. On va revenir là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant comment, à partir d'un objet qui est ce film, tu arrives à décliner ça avec des choses transformatives dans les organisations. Je pense que ça peut être intéressant. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'effectivement, tu parles du futur du travail. Comment tu as sourcé, comment tu as identifié les interlocuteurs que tu voulais avoir? Donc j'imagine il y a une partie réseau. Est-ce que tu avais des angles particuliers, notamment dans ton écriture en amont? Tu te dis, bon, là, il faut vraiment que je parle de la relation entreprise-freelance, il faut que je parle de, je dis n'importe quoi, la flexibilité dans les horaires ou le sens au travail. Et tu te dis, bon, sur chaque thème, il faut que j'identifie 1, 2, 3 acteurs à aller interviewer. Comment ça s'est passé là-dessus? Alors, ça se passe plutôt comme ça, effectivement. D'abord, j'ai mon thème, et ensuite, je me dis, OK, qui va pouvoir incarner ce discours-là, ce thème que j'ai envie de montrer? Ça commence comme ça. Et après, j'appelle, j'ai quelques idées de grandes entreprises, mais en fait, je me rends assez vite compte. Alors, le premier documentaire, pour le coup, il y a très peu d'entreprises, c'est plutôt des individus qui prennent la parole. Les deuxièmes documentaires, je pense que c'est plus intéressant d'en parler là, parce que deuxième documentaire, il y a des entreprises. Mais en fait, je me rends assez rapidement compte que, dans le fond, l'entreprise, elle est pas très importante. C'est plutôt la personne que je vais avoir en interne qui a de la valeur. Parce que, tu vois, on monte des grosses boîtes qui ont des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. En fait, on monte des gens qui adorent leur job, mais t'en as autant, à mon avis, qui n'aiment pas leur job, ou qui vont pas pouvoir en parler de la même façon, ou enfin, t'as tous les degrés. T'en as qui adorent, d'autres qui adorent un peu moins, d'autres qui aiment moyennement, d'autres qui détestent, d'autres qui aiment bof, tu vois. Et du coup, c'est plutôt la personne. Donc, il y avait un vrai enjeu de sélection des profils. Il y avait quelques boîtes
qui sont bien connus, comme Ben Jerry's, tu vois, comme Open Classrooms, qui ont des pratiques qu'on connaît déjà très bien, d'autres plus confidentielles, comme Mindera, l'artisan à Chamonix aussi, typiquement, qui sont des personnes que j'ai creusé. Alors, l'artisan Chamonix, je le connaissais quand j'étais petit, tu vois, j'avais parlé, mais je passais devant chez lui et je trouvais ça fascinant ce qu'il faisait. La boîte Mindera, j'ai dû la connaître sur un obscur blog, en regardant des vidéos YouTube où il y a 15 views, tu vois, mais il y avait des témoignages passionnants et je me suis dit, ok, eux, ils ont l'air vraiment chouettes. Et après, t'appelles les personnes. Donc, tu as un premier point d'entrée d'entreprise qui est pas le bon généralement, qui par la communication ou par la DRH, des gens qui te répondent, et puis qui te soumettent une liste d'une dizaine de profils. Et puis ensuite, toi, tu vas les appeler, ces profils-là. Moi, je les ai appelés. Et puis j'ai échangé avec eux pour voir s'il y avait un fit, tu vois, si le discours qu'ils pouvaient raconter matchait avec ce que je voulais montrer dans le documentaire, s'ils étaient sincères, surtout si c'était pas lisse. Du coup, il y a un enjeu pour appeler ces personnes-là pour se vérifier de l'authenticité du discours, de voir si elles vont pas être hyper lisses, avec un truc hyper dicté par la direction de la com, tu vois, et si elles vont pas être authentiques. Donc ça, c'est des appels avec ces personnes-là, et puis après, c'est un peu un pari, tu vois, t'y vas un peu à la chance quand même. Donc t'as essayé de réduire l'incertitude au maximum, et puis t'y vas, et y a rien qui est scripté, donc tu y vas en disant, j'espère que j'ai récupéré un truc génial, et souvent, c'est le cas. Donc c'était préparé avec toutes les entreprises où j'avais sélectionné les personnes en amont, sauf une, celle qu'on voit à Porto, au Portugal, où en amont, j'avais juste la boîte, et puis je leur disais, mais donnez-moi des profils, rassurez-moi un peu, faites-moi échanger avec des personnes en amont. Ils me disaient, non, non, mais tu débarques, et puis il y a plein de gens qui auront envie de parler, on leur proposera, et on verra. Et on a débarqué, ils ont dit, qui a envie de prendre la parole? Il y a des gars qui sont là pour filmer, qui veut témoigner. Et puis il y en a deux, trois qui se sont dit, bah ouais, pourquoi pas, moi j'y vais. Et donc là, tu sentais vraiment la spontanéité, et c'était canon, les trois sont dans le documentaire, et ça marchait bien. Mais voilà, tout ça pour te dire que plus que l'entreprise, c'est vraiment les personnes qui comptaient. Mais on démarre de quelle est l'idée, ensuite on resserre quel type de boîte pourrait raconter ça, quelle personne dans la boîte pourrait porter ce message-là. Et après, il y a un facteur chance, où je me dis on a une chance immense quand je vois les speakers et le résultat final. C'était pas parti, ça pouvait pas partir aussi bien, tu vois, au départ. Quand c'est sur le papier, j'imaginais beaucoup moins bien, moi. Ok, super. Bah, merci beaucoup là sur cette partie sourcing. Je pense que il y a du travail, mais tu as une part de chance qui est assez importante. Et est-ce qu'il y a des gens que tu as été voir que tu n'as pas gardé au montage? Sans citer de nom, hein, mais Ouais, ouais. Au total, il y en a deux ou trois. Trois. Il y en a trois. sûr. Pour quelle raison sur une quinzaine. Donc, Ok. tu vois, il y en a quand même beaucoup. Je crois qu'on a dû en filmer 16 ou 17 peut-être, et il y en a 14 dans le documentaire. Ou alors 16 et 13, je sais plus. Mais un truc comme ça, tu vois, sur une quinzaine. Et pourquoi ils sont pas gardés au montage? Parfois, c'est des choix qui sont difficiles. Tu te retrouves avec trop de matière. T'avais envie de faire un angle. Tu vois, par exemple, il y avait un angle du documentaire qu'on voulait faire qu'on n'a pas fait finalement parce que ça a enlevé de la clarté. On perdait le fil rouge. Un autre témoignage qui, sur le coup, je me suis dit, waouh, il est trop bien, il est passionnant. Et je m'étais pas rendu compte qu'on n'avait pas pour l'utiliser parce que c'était incroyable sur le fond, tu vois, et j'en ai écrit des articles derrière. Mais sur la forme, c'était pas média, tu vois, ça c'était pas possible. C'était des phrases qui sont trop longues, trop d'exemples, c'était mal dit, tu vois, c'est des trucs qui étaient passionnants mais qui sont passionnants pour écrire un article, qui sont pas passionnants pour un documentaire. Et du coup, il y a aussi un enjeu un peu média qui fait que bah, tu dois faire des choix et parfois tu te dis ouais c'est hyper intéressant, mais on peut pas se permettre d'avoir 6 minutes pour comprendre l'idée. Donc là on cut. Et c'est des choix difficiles, mais ouais. Après j'estime qu'on a eu plutôt de la chance parce que tu vois 3 sur une quinzaine, on s'en sort pas trop mal. Et en vrai sur les trois, il n'y en a qu'un seul en fait qu'on n'a pas mis parce que ça marchait pas d'un point de vue média. Les autres, c'est parce que c'était un choix de l'inédito qu'on n'a pas mis finalement. Et c'est de notre faute à nous, tu vois. Ok, très clair. Donc là, on a parlé de la matière en amont, comment tu captes tout ça. Il y a la prod, tu nous en as parlé, le process dans lequel tu arrives. Et après, il y a ce qui sort de ça. Donc il y a un objet qui est un film, je crois qu'il est disponible à l'achat en ligne sur toutes les bonnes plateformes. Il y a Ouais, streaming, ouais, avec des plateformes de streaming. Il est disponible aussi à l'achat à la location, carrément. Ok. Et du coup, alors, et pour tes partenaires, et j'imagine que tu as aussi une activité plus B2B avec les entreprises, comment ça se passe? Alors, j'imagine que les entreprises qui t'ont fait confiance au démarrage ont accès à plus de choses, suivent le projet. Tu parlais d'ateliers que tu faisais avec eux. Comment ça se Bien sûr. passe? Ouais, bah écoute, alors, le documentaire, il a trois axes de diffusion. Et après, je reviens sur les partenaires en particulier. Il y a la diffusion grand public, c'est sur les plateformes. C'est ce que quand on tape Work in Progress, voilà, on le voit, il est sur la plateforme. Et après, il y a deux diffusions qui sont pas publiques, mais qui sont quand même très importantes, qui sont la diffusion dans les écoles.
Donc, il y a soit des directeurs de la pédagogie d'écoles de commerce, d'écoles d'ingé, d'écoles de com, d'écoles de ce que tu veux, qui m'écrivent pour le diffuser, soit des profs eux-mêmes qui veulent se saisir du sujet. Donc, il est diffusé dans différentes écoles, du lycée, voilà, pas un collège ou deux, et puis beaucoup de lycées, beaucoup d'établissements supérieurs. Et puis dans les entreprises, et là, c'est souvent l'initiative soit de la DRH, soit de managers qui m'écrivent en disant, on veut faire un temps fort Future of Work, un temps d'inspiration, on aimerait partir du documentaire, est-ce qu'on peut faire une projection privée, est-ce qu'on peut faire une conférence avec une table ronde, voilà, des ateliers, il y a plein de formats. Donc ça, c'est les différents types de diffusion. Maintenant, avec les partenaires, ce qu'on fait, effectivement, il y a plein de choses, en fait. Il y a énormément de sujets. Il y a tous les enjeux de communication, tu vois, évidemment. Il y a un enjeu de se positionner comme étant un acteur du Future of Work. Donc, tu vois, ils sont mentionnés sur toutes nos communications, sur l'affiche, sur les réseaux sociaux, un tas de choses. Il y a évidemment des projections privées qui ont lieu en tout premier lieu chez eux. Tu vois, les premières projections des documentaires, elles sont avec eux. Elles sont avec eux et la presse aussi. On fait une projection avec la presse pour qu'ils puissent prendre la parole sur ce sujet-là. Et puis, il y a toute une partie qui est non visible et qui, pour moi, est ultra précieuse. C'est des ateliers qui ont eu lieu cette année au mois de février sur 2 jours, dans lesquels on a réuni 3-4 personnes par entreprise partenaire pour réfléchir à la vision qu'on avait du travail, en s'appuyant évidemment sur les sujets qui sont abordés dans le documentaire et sur les rencontres. Moi, j'interviens pas, là, je raconte pas tellement ma vie, c'est plutôt moi qui mets en musique des conférenciers, des facilitateurs qui vont les faire réfléchir à travers des ateliers. Là, on avait pris l'angle de la posture du manager post-crise. Tu vois, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il s'adapte, comment est-ce qu'il se forme, un tas de sujets que t'es passionnant. Et ça, c'est des trucs sur lesquels on communique pas énormément, mais qui font aussi la force du collectif de partenaires. Et après, il y a des choses qui sont moins mesurables, tu vois, moins tangibles, mais qui fait que c'est des relations entre partenaires qui se sont développées entre eux. Ils commencent à collaborer, à devenir clients-fournisseurs, à devenir partenaires entre eux. Et donc, il y a une sorte de petit club autour de Work in Progress qui s'est créé, qui est assez chouette, et qu'on va continuer. Et c'est pas un hasard, tu vois, si les entreprises qui étaient sur le premier sont aussi en grande majorité sur le deuxième, quasiment toutes, et certainement le seront sur le troisième aussi, parce que on a créé un vrai petit groupe de réflexion sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est assez chouette, ça se nourrit. Et c'est aussi ce qui apporte la dimension. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de réfléchir à l'écriture du troisième. Bah, je me nourris des conversations que j'ai avec mes partenaires pour l'écrire. Parce que comme moi, j'ai jamais travaillé en entreprise, bah, j'ai hyper besoin d'avoir les retours de ce qui se passe en entreprise, de prendre le pouls de toutes les réflexions du moment pour avoir des documentaires qui sont pas déconnectés de la réalité. Et c'est ce qui fait que ça marche aussi. C'est que si j'étais tout seul dans mon coin, tu vois, et même limite, tu me dirais, t'as une chaîne, tu vois, qui te finance. Imagine demain, je sais pas, il y a TF1 qui me dit, ton prochain documentaire, le troisième, on le fait, et ta carte blanche, fais ce que tu veux. Tu vois, bah, j'aurais du mal à le faire comme ça si j'étais tout seul. Et j'aurais peut-être pas l'envie de le faire aussi s'il n'y avait pas tous les partenaires autour pour faire plein d'autres choses. Et ce qui est certain, c'est que dans ce cas-là, j'irai voir des entreprises et je passerai au moins autant de temps à discuter avec elles, sans qu'il y ait des enjeux de communication derrière, juste pour arriver quand même à récolter de la matière et réfléchir, quoi. Là, je suis dans une phase où pendant 2 mois, je vais parler à énormément de monde, juste pour me faire plein d'avis différents et agréger tout ça pour le mettre dans un documentaire. Ok, très clair. Donc effectivement, tes partenaires, ils sont au-delà du financement, ils sont impliqués même dans la réflexion en amont, en aval de ce que toi tu produis. Ouais, on échange toutes les semaines avec certains, 2-3 fois par semaine même, tu vois? Et on a vraiment une relation proche. C'est pas on met un billet au début, on fait une photo à la fin et on s'en va, quoi. C'est vraiment un truc, on échange tout le temps, ils sont au courant de tout, je recueille leur avis, et il y a plein de choses qui n'auraient pas eu lieu sans eux, tu vois? Je me rappelle une conversation avec Claire, Bonenfant de S3, juste à quelques semaines du démarrage du 2e documentaire, qui m'a fait revoir beaucoup, beaucoup d'aspects que j'avais imaginés, qui pour moi étaient définitifs, cadrés, tu vois. Je me dis non, en fait, je me plante, je passe à côté d'un truc. Attends, on se repose. T'as des exemples là-dessus? Concrètement, c'est quoi? C'est Concrètement, c'est une dimension plus internationale sur le documentaire que j'avais pas vu. Je voulais faire un truc plus français et je suis parti sur un truc plus international. Une dimension aussi plus activable, plus actionnable. Tu vois, plutôt que la théorie, des bonnes pratiques plus actionnables. Euh, et, euh, et en fait, S3, c'est chouette parce que tu vois, on parlait des partenaires, ils ont pas tous le même niveau de maturité sur ce sujet du futur du travail. Il y en a qui sont des grands groupes, donc dans lesquels tu sais bien que quand tu plantes une graine pour quelques personnes, tu plantes pas une graine qui va transformer le groupe en entier. Ils vont pas voir le documentaire et d'un coup la stratégie va changer pour 100 000 personnes. Par contre, S3, tu vois, c'était une question que je voulais te poser ensuite, c'est la distance que tu as entre l'inspiration que toi tu fournis. Enfin, en gros, ouais, je pense que le documentaire, il est là pour inspirer, et notamment le deuxième, clairement. qui est vraiment autour du pourquoi on travaille, c'est quoi le sens de se lever le matin et de prendre un job, et voilà, enfin, c'est sociétal quasiment.
Ouais, et le quotidien d'équipe, notamment dans des grandes entreprises, mais en fait, il y a tes partenaires, mais les autres, c'est à peu près pareil. Et en réalité, les ouais, petites complètement. entreprises sont aussi confrontées à ce sujet-là, notamment sur des enjeux de recrutement, hein, où en gros, Ouais. il y a quand même ce côté pourquoi je travaille dans cette organisme et en quoi je contribue à quelque chose qui correspond à mes valeurs, notamment. Comment tu gères ça? Le côté, bon, c'est assumé, t'es un phare, t'es en avance de phase et t'es un peu, tu vas à la pêche aux bonnes idées et puis t'essayes de remuer autour de ça. Enfin, voilà. Est-ce que c'est assumé? Est-ce que c'est un sujet de communication? Non, Comment c'est tu vis ce truc-là? assumer que moi, mon rôle, il est sur une phase assez en amont d'inspiration, de dire, moi, je propose un contenu, mais tout comme toi, tu proposes un podcast, tu vois, ou je propose aussi une newsletter, ou tu proposes un article, en gros. Moi, je propose un contenu qui est un point de départ d'une réflexion, qui va Hmm. nourrir des réflexions, et le but, c'est que ça plante des graines, tu vois, qui pour certains vont germer demain, d'autres dans 2 semaines, dans 3 mois, dans un an, ou ne germeront jamais. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, tu regardes le documentaire, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais envie de prendre et de tester chez toi? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur, des trucs qui te parlent? Comment est-ce que tu le reçois? Et du coup, d'en parler en interne avec tes équipes. Et ça fait des temps forts hyper puissants, tu vois. Là, pour te dire, on a fait une dizaine de projections, on a une vingtaine dans l'agenda. J'ai pas du tout l'impression de me répéter et de m'ennuyer parce qu'à chaque fois, les tables rondes, les discussions sont complètement différentes parce que le même contenu est perçu différemment. Tout comme toi, tu vois, il y a des gens qui vont te dire, ah, cet épisode, je l'ai adoré, et d'autres qui vont dire, non, en fait, lui, c'était le plus nul. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est le même épisode, mais t'as plein de personnes qui vont te dire des trucs différents par rapport à l'épisode. Et je crois que c'est un peu ça que le documentaire aussi. Après, il y a des entreprises pour lesquelles le documentaire, c'est vraiment un objet de découverte. Il existe en tant que tel, on le regarde une fois et il n'y a pas forcément de suivi, quelque chose derrière. Et d'autres boîtes pour lesquelles bah, ma projection, ma conférence, mon intervention, elle va s'inscrire dans une réflexion qui est déjà amorcée, qui est bien plus longue, qui s'enchaîne, tu vois, avec certainement une logique de transformation, avec des cabinets qui accompagnent, avec de l'aide derrière. Et donc c'est juste une brique parmi d'autres. Et donc là, il y a des enjeux peut-être plus long terme. Et donc je reviens parfois aussi quelques mois après, on continue à échanger. Donc ça dépend vraiment des boîtes et des niveaux de maturité. Il y en a pour lesquels le documentaire est un objet de communication et d'autres pour lesquels le documentaire est un objet vraiment de réflexion qui vient nourrir des sujets de transformation qui sont déjà lancés et dont moi je ne suis qu'une brique. Ok, c'est très clair, c'est très clair. Et alors du coup, sans rentrer dans le détail du documentaire, en tout cas du second, est-ce que toi, tu aurais alors, je sais pas si tu as un top 3 ou un top 5, mais les initiatives dont on te parle souvent une fois après une projection, les choses qui ont marqué Hmm. les spectateurs, ou que même toi qui t'ont marqué, où tu dis, bon, là, c'est vraiment, c'est hyper innovant, pourquoi tout le monde fait pas ça Ouais, alors c'est très difficile, mais il y en a une qui me vient en tête et qui pour le coup fait l'unanimité. Je crois qu'il y a personne qui m'a dit cette partie-là m'a pas marqué. Je crois que tout le monde m'a dit ouais cette partie-là c'était la meilleure. Et je suis d'accord. C'est la partie avec l'artisan à Chamonix qui fait des skis en bois. Tu vois. Et ce gars-là, donc en fait, pourquoi il est dans le documentaire? Il est là parce que je voulais illustrer la thèse de Laetitia Vito qui parle Ouais. de quête de sens et qu'il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat que sont autonomie, créativité et responsabilité. Et en fait, on va voir ce gars-là qui fait des skis en bois à Chamonix qui à l'heure où je te parle n'a pas vu le documentaire parce que c'est un miracle déjà qu'on ait réussi à caler un rendez-vous et à se voir. Tu vois, les échanges par mail sont compliqués. Il avait oublié qu'il y avait un tournage le jour où on a débarqué chez lui, il faisait autre chose. Tu vois, c'est vraiment un artisan qui est dans son monde, qui fait des trucs géniaux. Et c'est ouf parce qu'en fait, moi, j'ai pris une claque le jour où on a tourné parce que son discours, qui nous a sorti pendant une heure et demie, il a jamais bossé en entreprise, tu vois, il est artisan dans son coin. Et son discours, quand tu l'écoutes, bah en fait, il colle parfaitement avec ce qui manque en entreprise, ce dont les entreprises ont besoin sur ces sujets d'autonomie, de créativité et de responsabilité sur la thèse de Laetitia. Et assez naturellement, en fait, tu te dis, toutes ces paroles, en fait, elles devraient être montées dans toutes les boîtes et les gens pourraient s'en inspirer pour leur quotidien et ça marcherait très concrètement. Et donc là, il y a une vraie claque. Et je trouve qu'il représente parfaitement la thèse que je voulais montrer. Tu vois, il y a une adéquation parfaite. On a démarré par ce tournage-là, c'était le premier. Et je me suis dit, waouh, si tout le monde est de ce niveau-là, ça va être une pépite ce documentaire. Et donc, un petit coup de chance d'avoir ça et vraiment une vraie claque avec ce bonhomme. Deuxième claque aussi, avec Saint-Gobain, qu'on va voir au UK, dans une usine qui fabrique du verre, avec des témoignages géniaux, et notamment celui d'une fille qui s'appelle Louise, qui travaille au sein de l'équipe RH là-bas, et qui explique avec des yeux qui brillent de passion à quel point quand elle va chez des amis, elle commence par aller regarder les verres, les vérandas, les miroirs, pour voir si c'est du Saint-Gobain, et si c'est du Saint-Gobain, elle a envie d'en parler, tu vois. Et tu sens que c'est un discours,
tu vois, elle a les yeux qui brillaient. Toi, tu sentais que c'était d'une sincérité, d'une naïveté, d'une envie de partage qui était bouleversante, quoi. Moi, j'ai adoré ça. Et puis, vraie claque aussi de découvrir le monde de l'usine, tu vois, de découvrir le futur en voir dans l'usine, de voir comment ça s'incarnait et de montrer que c'était pas que un sujet tertiaire. Euh, et ça, c'était passionnant aussi. Et après, évidemment, franchement, elles sont toutes incroyables, mais euh, ouais, Ben Jerry's aussi, tu vois, on prend une grosse claque. À la fois sur le côté mission et à la fois sur le côté environnement de travail. If it's not fun, why do it? À tous les niveaux de l'entreprise, même au sein de l'usine, tu vois. Ça, c'est des trucs sur lesquels ça m'a marqué, ça a marqué beaucoup de monde. Ben Jerry's, il y a plus de controverses, tu vois. Tout le monde se le prend pas de la même façon que l'artisan. Mais moi, ça m'a marqué. Et en tout cas, je suis ultra fier de tout ce qu'on a mis dans le documentaire. J'ai aucun regret, loin de là. Bon, top. Effectivement, ça te donne envie. Alors, l'artisan, là, comme ça donne vraiment envie. Après, c'est toujours pareil, c'est le pont que tu fais entre cet exemple-là et le quotidien de ton équipe, Ouais. qui est vraiment un sujet de discussion. De dire effectivement comment. Et je rejoins complètement le sujet de Laetitia sur autonomiser les équipes. D'ailleurs, j'enregistre, je crois, la semaine prochaine avec elle un épisode de Learning Génial. by Bah, Doing. écoute. Non, donc c'est très cool. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Tes secrets de fabrication, comment ça s'est passé, les choses que les spectateurs en retirent, et puis j'espère que ça donnera envie aux gens d'aller voir tes documentaires déjà sortis. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la suite, que ce soit prochain opus ou les autres médias sur lesquels tu travailles? Est-ce que tu orchestres les choses aussi? Est-ce que tu fais en sorte que les gens naviguent entre tes différents médias, enfin tes différents supports? Franchement, tout ça n'est pas très bien calculé, hein, de ma part. C'est un peu du hasard et des envies assez égoïstes de passer d'un projet à un autre. Là, la suite très concrète, c'est qu'au moment où on enregistre ce podcast, le lendemain, il y a la BD qui sort. Donc là, pendant quelques semaines, j'ai la bande dessinée qui est l'adaptation des 2 documentaires aux éditions Erol, qui va sortir et dont je suis très fier, je suis très content. Qui, à mon avis, ça c'est une BD qui est un peu romancée, qui est destinée plutôt aux jeunes, parce qu'il y a déjà le documentaire pour les gens de tous les âges. Mais pour les plus jeunes, ouais, dès 12 ans, avoir ce sujet de discussion avec les jeunes, les enfants, sur qu'est-ce qu'ils attendent du travail et montrer une vision positive du travail, c'est ce que j'avais envie de faire et c'est, je crois, le pari qu'on a réussi avec mon illustratrice Sophie sur ce projet de BD. Donc très très content. Et puis de l'écriture, tu vois, ouais, du 3e tome du documentaire, là je suis en plein dedans. Quand on va raccrocher, j'ai une après-midi entière dédiée à ça, donc je suis très content. Et ça va prendre quelques semaines et puis on va le tourner, je pense, à partir de la rentrée aussi à l'automne. Donc il y a toute une logique d'abord d'organisation, de réflexion, d'écriture que j'aime beaucoup. Et puis à côté de ça, j'écris pour Welcome to the Jungle, j'écris pour ma propre newsletter Le Billet du Futur. Tu vois, donc je suis bien occupé et puis surtout j'ai beaucoup beaucoup de projections et de conférences là qui arrivent sur le mois de mai, juin. Juin surtout, ça va être très sport. Et c'est assez chouette parce que en fait, sans m'en rendre compte, tu vois, ces différentes projections, ces tables rondes, elles vont nourrir la réflexion pour le 3e. Ça va se faire assez naturellement. T'as réussi à t'immerger dans le futur du travail, t'es déjà dans le futur en fait. C'est un peu ça, tu vois, j'essaie au moins d'incarner ce que je raconte, c'est le minimum. Mais tu vois, effectivement, il y a une logique où l'un nourrit l'autre entre les conférences et le documentaire et puis les différents trucs d'écriture, mais sans que ce soit calculé, en fait. C'est un peu un hasard tout ça. Et ça m'amuse que tout ça fonctionne bien. Ça me fait sourire. Et à chaque fois, tu vois, là, typiquement, je me disais, ok, on va faire un train de documentaire, et je me dis, mais en fait, je sais même pas comment on fait, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que je faisais déjà quand j'étais au tout début du 2e? Tu sais, c'est des trucs où il n'y a pas vraiment des processus clairement définis, tout s'apprend un peu sur le tas au fur et à mesure. Donc on va continuer de tester de nouvelles choses, d'apprendre, et certainement qu'on va aussi tester des choses qu'on n'avait pas vues. Ça, je sais pas si il y a un truc qui est intéressant à voir entre le premier et le 2e documentaire, dans la construction, il y a un parti pris radicalement différent qui fait qu'on a mis beaucoup plus de temps sur le 2e, et j'aimerais qu'on fasse encore quelque chose de nouveau sur le 3e. Typiquement, le premier, c'était un intervenant, un lieu. Et après, on passe au suivant, une voix off, on passe au suivant. Le 2e tome, c'est un micmac de tout ça. Il y a un fil rouge qui est un fil rouge sur le fond du sujet. Et en fait, les intervenants, ils reviennent au fur et à mesure, plusieurs fois. Et ça, c'était un travail titanesque au montage. C'était hyper complexe. Et j'aimerais qu'on refasse quelque chose de plus complexe encore pour le 3e, parce que c'est ce qui fait que c'est le plus intéressant à la fin, en tant que produit final. Ok. Et sur cette partie-là, je reviens 2 secondes, je suis désolé, t'as réouvert une porte, je m'engouffre. Ouais, go. Sur cette partie montage, t'arrives à tout faire seul. Enfin, j'imagine que t'as un monteur peut-être avec toi que tu guides, avec qui t'échanges.
mais comment dire, le fil rouge, tu le décides seul. Alors, on est deux, du coup. Il y a Ok. Florent, qui est le réalisateur, et après, il y a Thomas, qui bosse aussi avec nous, qui est, lui, pour le coup, a le rôle de monteur. Hein, c'est lui qui fait les cuts, qui est sur la partie technique, qui a les mains sur le clavier, si tu veux. Mm. Mais il y a Florent, qui, du coup, est réalisateur, qui a filmé qui était là sur tous les tournages avec moi, et qui choisit. Donc, moi, je fais une première sélection, si tu veux, et puis je la présente à Flo. Et Flo, de son côté, on va en discuter, on va voir, ok, cette séquence, on la garde et on la met où. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait à deux, voire à trois, tu vois, de discussion. Effectivement, c'est un circuit très très fermé, et jusqu'à la veille de la diffusion à la presse et aux partenaires, personne d'autre n'avait vu le documentaire en dehors de Flo et moi, tu vois, bon, et Thomas qui était monteur. Et C'est vraiment un très, circuit fermé, mais bon, pas tout seul, on est deux. ok. Et de manière très pratique, j'imagine comment, c'est un vrai exercice de être en zoom sur la séquence que tu es en train de monter et garder la vision globale. C'est quoi? Ouais. T'as une unité de lieu, une salle de montage, il y a des post-it partout, vous organisez comme ça, ou c'est papier Non, crayon on n'est pas aussi organisé. Alors très très concrètement, et je te l'ai fait en 3 minutes, comment on a fait ça. En gros, je me prends des exports, ce qu'on appelle des BAB, des bouts à bout de chaque interview, dans lequel il y a les différents contenus. Donc par exemple, tu vois, je me prends 1 heure de Laetitia, 2 heures de Ben Jerry's, 2 heures de Saint-Gobain, tu vois, des trucs comme ça. Donc j'ai tout ça bout à bout. Moi de mon côté, à la maison, dans ce même salon là où on enregistre, je découpe. Je dis, ok, sur Laetitia, pour moi, sur les 1 heure, bah, il y a ces 15 minutes là qui sont intéressantes. Et donc je découpe, et le reste, donc j'annote chaque séquence en disant pourquoi elle est intéressante, pourquoi elle est pas intéressante, et du coup d'instinct, où est-ce que je la mettrai dans le documentaire. Je fais ça pour tous les interviews. Ensuite, on se rejoint à Paris dans une même salle de montage. Effectivement, on a monté au Maïf Startup Club, et on se rejoint avec Flo du coup et Thomas. Et là, on se dit, ok, donc on reprend toutes mes séquences, on valide si j'ai fait des conneries ou pas. Généralement, tu vois, à 90% du temps, c'est bon, et puis il y a des trucs qu'on oublie et qu'on garde et qu'on va rechercher plus tard. Et après, là, on prend un grand tableau, effectivement, et on a dit, ok, notre fil rouge, ça va être quoi, tu vois, et on écrit les grandes parties, comme une disserte, en fait. Partie 1, A, B, C, D. Partie 2, A, B, C, D, D, 1. Et donc, on fait ça. Et puis ensuite, c'est un travail de puzzle. On va ranger, on dit, ok, bah, du coup, on va prendre cette séquence de Laetitia sur laquelle il y a telle annotation, hop, et puis telle séquence Saint-Gobain, et hop, on range, on range, on range. Donc, on a ce qu'on appelle un ours, et qui est une version très grossière, beaucoup trop longue du documentaire, avec des extraits qui sont rangés de façon grossière dans des sous-parties. Et maintenant, il faut arriver à affiner. Et donc là, on va re-regarder en boucle, en boucle, en boucle, chaque sous-partie pour l'affiner, pour réorganiser à l'intérieur d'elle, et puis pour cutter, 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 pour arriver à une durée qui est regardable. Tu vois, on commence un truc de 1 heure et demie, on finit un truc à 45 à la fin. Et puis, une fois qu'on a fait ça pour chaque sous-partie, on regarde d'une traite le documentaire. Et là, on se dit, ok, est-ce qu'il y a des changements à faire, des trucs hyper importants, genre la partie 3, elle va à la partie 1, ça, ou pas du tout. Ou alors, on recut, on recut, on recut. Et on re-regarde le documentaire en changeant des trucs jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Et ça, on l'a fait jusqu'au dernier moment. Et puis à la fin, tu as la partie technique, des talos, de mix son, de trucs de voix off, qui vient faire du liant, qui vient apporter d'autres trucs. Mais cette partie écriture, pour te dire, le montage, c'est à peu près 3 mois à temps plein. 2, 3 mois à temps plein. Ok, très clair. J'imagine que c'est riche et que tu dois être content quand t'arrives au bout. Ouais, au début, tu regardes ça, tu te dis non, en fait, j'ai pas envie. Je regrette, j'arrête tout. Je délègue, je peux pas, c'est pas possible. Et puis tu commences, tu dis, ouais, c'est trop bien, j'adore. En fait, tu passes tes journées en tunnel devant l'ordi, c'est tout noir, et t'es en mode, oh là là, j'ai mal aux yeux. Mais en fait, t'es passionné, c'est trop bien. Ok, super clair. Merci beaucoup pour le dernier deep dive dans le projet. Je pense que en tout cas, j'espère qu'on a réussi à transmettre ton enthousiasme et ma curiosité sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est assez fascinant. J'ai deux petites questions pour finir que je pose un petit peu à tout le monde. Je crois qu'il y en a une, t'en as déjà pas mal parlé, mais je demande à tout le monde comment t'apprends. Est-ce que tu as des routines d'apprentissage pour ta veille? Est-ce que tu as des trucs des petites mimiques en fait que tu as développées au fil du temps? Parce que j'imagine que là, tu manipules beaucoup d'informations, tu as beaucoup de sujets. Est-ce que tu as des routines d'organisation là-dessus? Non, sur le fond du sujet, du futur du travail, j'ai une veille constante qui se fait, et ça, je la fais sur les réseaux. Tu vois, je suis abonné je fais confiance à quelques créateurs, et je lis tout ce qu'ils partagent. Je suis abonné à beaucoup de Ok. newsletters, j'écoute beaucoup de podcasts, et j'ai du coup un Twitter et un LinkedIn qui sont très très riches de ma première expérience, ma Learning Expedition, du coup, où je suis resté en Mm. contact avec les gens, et du coup, eux-mêmes, sans le savoir, m'aident à faire la veille parce qu'ils likent leur entourage, et du coup, j'ai plein de choses qui s'agrègent dans ma timeline, et en fait, ça, c'est assez intéressant. T'as un ou deux Et exemples de newsletters, par exemple? ah ouais,
que te dire. Bah, alors, ma maître à penser, je peux pas ne pas la mentionner. En plus, t'enregistres avec elle bientôt. C'est Laetitia Vito. Donc, typiquement, tout ce qu'elle fait, ça guide mes réflexions. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu vois, typiquement, si, il y a une newsletter que j'adore. Alors, j'ai changé de nom dernièrement. Je connais l'ancien nom, pas le nouveau. Ça s'appelle La Mutante. C'est du design fiction. Et en gros, ça te permet de te projeter dans le futur. C'est assez intéressant. C'est un mode d'écriture que j'aime beaucoup, qui est super chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme newsletter que j'ai tendance à beaucoup lire? Oui, il y a une fille qui s'appelle Lorraine, alors je passe son nom de famille, elle a une newsletter qui s'appelle Country Flow, et elle vient des Pays-Bas, enfin, en tout cas elle est installée aux Pays-Bas, elle est nomade, et elle a pas mal de sujets sur le future of work aussi, et donc ça c'est passionnant, tu vois. Et après, c'est pas tellement des newsletters, mais c'est plutôt des personnalités que j'ai rencontrées qui partagent sur les réseaux leurs sujets à eux, et eux je les suis et je vais creuser. Mais après il y en a plein. Et donc ça, c'est pour le fond. Et puis après, pour la forme, parce que j'apprends plein de nouvelles choses, plein de processus, de nouvelles choses, c'est juste discuter avec des gens, partir du principe que toute la réponse se trouve sur Internet. En tout cas, quelqu'un a la réponse, et ce quelqu'un, tu peux le trouver sur Internet. Et du coup, vraiment demander de l'aide, quoi, s'entourer. Et les gens sont hyper friands de partager leurs compétences et leurs connaissances. J'ai jamais eu de non, tu vois. J'ai tout appris, et je pars du principe qu'il faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis après, on ira tuer l'ours, on ira apprendre comment on le tue. Super clair, merci beaucoup du partage. Dernière question, est-ce qu'il y a une personne qu'il faut absolument qu'on invite sur ce format? T'as pas le droit de dire Laetitia parce que déjà tu l'as beaucoup cité, et en plus... Non, je te dis pas Laetitia. Non, je te dis un bonhomme qui est formidable, qui s'appelle Tom Nguyen. Je sais pas si tu connais. Ouais. Il a créé... Alors, c'est marrant en plus parce que du coup, c'est Tim Bakri. Toi, lui, il s'appelle At Café. Donc, vous avez bah si, je le connais, Tom. Si, bonne idée. Très bonne idée. Oui, je le salue si jamais il nous écoute, et on va faire partir une invite, ouais. Pour quel sujet? Sur quoi? Faut que je l'interviewe sur quoi? Bah, là, cette semaine, j'ai animé une table ronde dans laquelle il était là, et il était ultra pertinent sur des sujets quel va être l'avenir du bureau, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une culture d'entreprise à distance, comment est-ce qu'on fait, et puis lui, il y a un enjeu aussi tu vois, il a commencé sur le marché français, mais en fait, ses clients, ils sont plutôt aux États-Unis, donc comment se projeter sur un marché américain qui est plus en avance alors que son équipe est basée moitié en France, moitié aux US, et lui, du coup, va aux US, tu vois, pour lancer le truc. Je pense qu'il y a un vrai sujet avec lui sur le hybrid work, remote work, life work integration, tous ces sujets-là. Tu vas avoir des discussions passionnantes avec lui, et tu vois, moi, je le connaissais bien, mais je savais pas à quel point il était pertinent sur le sujet jusqu'à la table ronde de cette semaine. J'ai adoré, donc je te recommande. Je sais que tu auras une conversation fascinante avec ce gars-là. Eh ben écoute, super, l'invite va partir dans l'après-midi. Je te remercie encore une fois, Samuel, pour l'échange. Ça a été riche, très riche. C'était très cool. Est-ce qu'il y a un endroit où on propose aux gens de te contacter s'ils veulent échanger avec toi? LinkedIn? Le plus simple, c'est LinkedIn. Ouais, un message sur LinkedIn ou Twitter, peu importe l'un ou l'autre. D'accord. Bon, bah écoute, c'est noté. Merci encore pour l'échange, c'était top. Plein de bonnes choses pour la suite, l'écriture du prochain. Merci à toi pour l'invite, c'était très cool. Et puis, à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut tout le monde, et rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. Salut! Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.